Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Midi Histoire. Midi Histoire qui aujourd'hui est consacré à Balzac et précisément le titre de l'intervention de notre intervenant est Compter à crédit la puissance des représentations de l'argent chez Balzac. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour cette séance, pour ce Midi Histoire, le professeur Alexandre Perrault. Alexandre Perrault est professeur de lettres modernes à l'université de Bordeaux-Montaigne. C'est un spécialiste de Balzac auquel il a consacré sa thèse en 2001, thèse qui portait le titre, je cite le titre entier car ça a un lien avec le sujet du jour, Les miroirs du crédit dans la poétique balzacienne. Et cette thèse était sous la direction de Jean-Louis Cabane à Bordeaux. Alexandre Perrault est un spécialiste du romantisme, du roman réaliste. Il s'intéresse particulièrement à la façon dont dialoguent les textes littéraires et l'économie, car il a un double parcours, si on peut dire. Il est à la fois agrégé de lettres modernes, mais également diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Et donc, il aime entrelacer le littéraire et l'économie. Et c'est sans doute pour cela qu'il s'est intéressé particulièrement à Balzac. Il a été à l'origine d'un master en ingénierie de projets culturels et interculturels créé en 2010. Puis il a ensuite créé en 2015 une cellule dédiée à la recherche, l'action dans les champs des arts et de la culture et des industries culturelles. Donc beaucoup de choses, et je vous cite qu'une ou deux publications, car vous savez tous consulter la liste des ouvrages de nos intervenants, mais il me semble intéressant de citer un article qui est paru en 2023 et qui s'intitule « L'invention balzacienne du romanesque économique ». Et c'est paru dans un recueil qui s'intitule « Dans Balzac, le renouvellement du romanesque », donc 2023, aux éditions Hermann. Enfin, je vais citer un autre ouvrage, Le crédit dans la poétique balzacienne, Paris Garnier 2012. Voilà, et je profite de ce moment pour vous annoncer notre prochain Midi Histoire. Prochain Midi Histoire qui aura lieu le mardi 12 décembre. Et notre intervenante sera Bérénice Geoffroy-Schnetter, qui est historienne de l'art, critique et commissaire d'exposition. Et elle nous proposera une exposition sur l'or, et le titre exact est Mythologie, rituels et croyances autour de l'or. Voilà, mais en attendant, on compte à crédit et je laisse la parole à notre intervenant Alexandre Perrault. Très bonne conférence à tous. Merci. Merci pour cette présentation et merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui, très heureux et sans doute un peu intimidé parce que j'imagine que parler devant des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances met la barre un petit peu haut en termes de compétences techniques. Néanmoins, je vais vous parler de littérature, de Balzac, à vous qui manifestez un intérêt pour cet auteur. On parlera un petit peu de l'homme, beaucoup de l'œuvre, en essayant de nous demander, une quarantaine de minutes, ce que peut la littérature dans la compréhension de l'argent. Pourquoi finalement aller chercher dans le roman balzacien, des éléments de connaissance, alors que le roman n'est pas forcément le support le mieux conçu pour avoir des informations objectives. Si on veut avoir de l'information sur les situations économiques et financières, finalement il y a des essais. La littérature économique, la science économique se développe au XIXe siècle, donc on commence à avoir une très importante littérature scientifique. La presse parle énormément d'économie. Alors pourquoi aller chercher Balzac ? D'autant que Balzac, à la différence de Stendhal ou même de Flaubert, est un auteur qui est, dans cette première moitié du 19e, assez peu économiste. Il lit assez peu les économistes, on va trouver quelques références dans ses œuvres, à Sismondi, à Bentham, mais il ne parle pas de Smith. Enfin, c'est
il ne se donne pas comme un auteur économiste. En plus, parfois, Balzac, qui parle, on va le voir, sans arrêt d'argent, ne s'embarrasse pas toujours d'une très grande rigueur comptable. L'important, c'est que le récit roule, que l'histoire avance, et parfois, donc, la rigueur budgétaire à l'intérieur de l'œuvre n'est pas au premier rang. Alors, je renouvelle la question, pourquoi aller chercher Balzac ? Pourquoi s'en remettre à l'imaginaire de l'argent, vers lequel je vais essayer de vous amener aujourd'hui? D'abord, sans doute parce qu'il y a un plaisir à s'entendre raconter des histoires d'argent. Depuis l'Antiquité, la Loularia de Plaute, on se raconte des histoires d'argent jusqu'à aujourd'hui. Alors les romans ont un peu été dépassés par les œuvres cinématographiques, mais les histoires d'argent, c'est rentable, ça intéresse, c'est plein de rebondissements. Donc ça, c'est le premier aspect. Il y a un romanesque de l'argent qui, sans doute, naît avec Balzac dans sa forme moderne et qui va se reproduire. La deuxième chose, c'est que la littérature, elle nous permet d'accéder à un imaginaire économique que le témoignage balzacien, et ensuite les deux autres grands auteurs réalistes apporteront, qui nous permet de comprendre, en cette période de modernité, de naissance de l'économie politique, qui nous permet de comprendre la manière dont les individus vivent l'argent. Finalement, les structures économiques que Balzac connaît et décrit dans cette première moitié du XIXe, elles sont encore assez archaïques. Les grandes révolutions des institutions, elles vont venir au mi-temps du XIXe, et le système que décrit Balzac, le système bancaire, le système financier, le système commercial, reste assez éloigné de nos réalités. En revanche, ce qui est absolument contemporain, c'est la manière dont l'individu vit l'argent. Et singulièrement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai proposé de venir sur ce terrain du crédit et revenir à mes premiers amours de Balzac et le crédit, parce qu'à travers le crédit, Balzac nous permet de comprendre comment l'individu vit l'argent. Et c'est des enjeux qui intéressent aujourd'hui nombre d'économistes contemporains, avec les courants d'économie comportementaliste notamment. Alors, Balzac, romancier de l'argent, ça tout le monde le savait. Moi, j'ai envie de vous proposer une lecture de Balzac, romancier du crédit, ce qui nous permettra également d'appréhender ce phénomène massif absolument énorme que constitue le crédit au XIXe siècle, avec une approche en 3 temps. Comme on a pris un petit peu de retard, j'irai peut-être un petit peu vite sur certains points, et qui nous permettra dans un premier plan, de faire une présentation du siècle et puis aussi du rapport de Balzac à l'argent, pour ensuite illustrer la manière dont le monde du crédit est représenté dans la comédie humaine, pour dans un dernier temps revenir sur ces imaginaires économiques, ces imaginaires du crédit. Mais pour commencer, une évocation de la puissance économique du crédit au XIXe siècle, en donnant quelques éléments permettant de comprendre pourquoi le phénomène crédit explose au XIXe et pourquoi Balzac en parle autant. Alors de fait, le crédit a toujours existé. Il y a même des auteurs économistes comme André Orléans, Michel Aglietta, qui prétendent et qui expliquent que dans une logique historique, anthropologique, le crédit est antérieur à la monnaie et aurait été inventé, en quelque sorte, je fais très vite, je ramasse le propos, aurait été inventé pour permettre aux hommes de régler leurs dettes, évidemment incommensurables, à l'égard des dieux. Et les procédures qui se seraient inventées dans cette relation verticale aux dieux, se seraient étendues de manière horizontale entre les hommes. Le crédit, réalité immémoriale également dans la littérature. Je parlais de Plaute tout à l'heure, mais on pourrait évidemment citer Molière, la fameuse scène de Don Juan avec Monsieur Dimanche.
Et puis la question de la dette étatique qui, elle aussi, remonte à la fin des temps et à l'échelle de l'histoire de la monarchie, n'est-ce pas? Ce sont sans doute pour grande partie les dettes de ces États, les dettes royales, qui ont déterminé les évolutions des régimes jusqu'au seuil de la Révolution, la réforme budgétaire de Necker qui précipitera la fin de la monarchie absolue. Mais avec cet arrière-plan immémorial, le 19e introduit une rupture spectaculaire, d'une part dans les montants qui s'échangent à crédit et d'autre part dans les représentations qui vont s'élaborer autour du crédit, avec une période, un crédit qui s'affirme d'abord comme un des grands outils de la restructuration économique que connaissent les puissances occidentales au moment de la révolution capitaliste et industrielle, et puis le crédit qui s'affirme au XIXe siècle comme une matrice morale. On va revenir sur ces différents aspects. Et évidemment, Balzac est tout indiqué pour nous amener sur ce chemin-là. D'une part, parce que c'est un spécialiste de la dette à la ville, je vais en parler bien entendu, mais aussi parce qu'il écrit dans cette période cruciale du XIXe siècle où se développe la révolution capitaliste. Juste pour mémoire, Balzac naît en 1799, il commence à écrire les premiers récits, après des récits de jeunesse qui sont plus ou moins restés dans les mémoires, il commence à écrire les premières œuvres de la comédie humaine en 1828-1829, jusqu'à la fin des années 40, où malade, il réécrit essentiellement les récits antérieurs, avec une puissance de création formidable, puisque la comédie humaine, c'est une centaine de romans, reliés les uns aux autres par le fabuleux système du retour des personnages, on en reparlera peut-être, une centaine de romans, des pièces de théâtre, énormément d'articles de presse. C'était un forçat du travail, cette réputation, je pense que tout le monde en a entendu parler. Alors, premier point, pour comprendre cette explosion du crédit, la révolution du capitalisme financier. Avec cette ambivalence chez Balzac assez formidable d'un argent qui est à la fois totalement destructeur. Balzac est un auteur réactionnaire qui condamne les logiques nouvelles de l'intérêt qui est accroupi dans tous les coins, qui pervertit les âmes, qui pervertit les mœurs, et en même temps une espèce de fascination qui est celle de son époque pour la puissance édificatrice de l'argent. L'argent peut tout, et c'est la découverte que les personnages de Balzac font les uns après les autres à longueur de roman. Et je vous ai mis quelques citations, la première à gauche, Lucien de Rubempré qui gagne Paris, qui arrive à Paris, et depuis 2 heures, aux oreilles de Lucien, tout se résolvait par de l'argent. Au théâtre comme en librairie comme au journal, de l'art et de la gloire, il n'en était pas question. Ces coups du grand balancier de la monnaie, M majuscule, répétés sur sa tête et sur son cœur, les lui martelaient. Il est à Paris depuis 2 heures et il est immergé par l'argent, et on sait que c'est cette quête de la puissance financière et de la réputation qui perdra Lucien, bien évidemment. De manière moins dramatique, dans La cousine bête, le petit bourgeois enrichi Crevel qui explique à l'une de ses amies « Vous vous abusez, chère Ange, si vous croyez que c'est le roi Louis-Philippe qui règne au-dessus de la charte. Il y a la sainte, la vénérée, la solide, l'aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toute-puissance. Pièce de 100 sous. » Et je me suis permis d'accoler à côté de cette citation le veau d'or dans une version très contemporaine, où on voit que le principe argent non seulement est qualifié avec des qualificatifs religieux, la sainte, la vénérée, mais qu'il vient chapeauter le principe politique. Il est au-dessus de Louis-Philippe. J'y reviens dans quelques instants. Donc des monarchies bourgeoises qui connaissent une explosion d'abord financière, avant de vraiment entrer dans la
révolution industrielle qui se traduit par le développement de la bourse et des fortunes spéculatives qui vont avec, et la montée en puissance des grandes banques qui se structurent en une haute banque sur laquelle je vais dire quelques mots. Et dernière chose, des innovations financières qui commencent à se développer. Peut-être qu'on aura un moment pour parler de l'assurance vie. Alors sur la haute banque, c'est quelque chose que là aussi on connaît, les monarchies bourgeoises auront amplement favorisé ces grands établissements de banque, les Rothschild au premier plan, qui mettent à la disposition des monarchies les fonds nécessaires aux grands travaux et à la modernisation de la France et de l'Europe. Vous avez à l'écran une action de la Compagnie des chemins de fer. Et en regard, cette citation de Marx, ce n'est pas la bourgeoisie française qui régnait sous Louis-Philippe, mais une fraction de celle-ci, banquier, roi de la bourse, roi des chemins de fer, propriétaire de mines de charbon, etc. Installée sur le trône, elle dictait des lois aux chambres. Alors, de la même manière que la pièce de 100 sous est au-dessus de Louis-Philippe, eh bien, la haute banque maîtrise en quelque sorte le pouvoir politique. Et on va trouver dans la comédie humaine des exemples de banquiers qui appartiennent à cette haute banque, qui sont la transcription plus ou moins fidèle de grandes maisons de banque qui existent véritablement. On a les Keller, qui est la seule vraie banque d'émission de la comédie humaine, qui joue avec les emprunts nationaux et réalise des fortunes colossale, et Nucingen, le grand banquier de la comédie humaine. Nucingen, c'est la transcription de Rothschild, dit-on tout le temps, même si ça ne fonctionne pas dans les faits, mais c'est le Napoléon de la finance que Balzac va faire revenir à travers ses romans. Je ne sais pas si vous êtes très fidèle lecteur balzacien, mais peut-être vous souvenez-vous que l'une des grandes inventions, le coup de génie de Balzac, comme il le dit lui-même, c'est le retour des personnages, qui consiste à faire revenir à travers la centaine de romans que constitue la comédie humaine, un banquier, un Rastignac, un Lucien de Rubempré, qui nous donne l'impression de nous déplacer dans un univers cohérent et d'avoir les mêmes effets de réminiscence. Tiens, celui-ci, je le connais, je l'ai croisé quelque part, mais il a vieilli, il s'est enrichi ou il s'est ruiné, etc. Donc il donne une espèce d'épaisseur formidable à la comédie humaine. Donc, notre haute banque qui se caractérise, ou qui incarne ces grands banquiers. Je ne le lis pas, mais vous avez à l'écran une citation extrait du Mélancolia de Victor Hugo qui lui aussi parle de Rothschild, un vautour à nos morts, puisque les Rothschild et toutes les grandes banques, Nucingen également, ont construit leur fortune non seulement sur la construction des chemins de fer et autres grands travaux, mais également sur les spéculations à travers que les guerres autorisaient. Deuxième grand facteur explicatif de l'explosion du crédit au XIXe siècle, le manque de liquidité. Et alors que la révolution industrielle en marche engendre un besoin d'argent et de liquidité, la France est victime, beaucoup plus que l'Angleterre, d'un manque de liquidité endémique. Et évidemment, ce manque de liquidité s'explique par le fait qu'en France, échaudée par les épisodes de l'eau, la crise des assignats, eh bien on rechigne à faire marcher la planche à billets. Le problème, c'est que ce manque de liquidité devient un facteur extrêmement handicapant tout au long d'un long premier 19e siècle, et ça débouche sur un résultat très important à prendre en compte, un résultat assez pervers finalement, parce que certes on ne veut pas faire marcher les planches à billets, mais on va laisser se développer une espèce de monnaie bis virtuelle qui est constituée par les billets à ordre, les lettres de change que les individus souscrivent et qui vont être échangées par les individus eux-mêmes, par les agents économiques, comme une monnaie bis. Je souscris un emprunt auprès d'un ami, cet ami a besoin d'argent frais, eh bien il va aller renégocier sa lettre de change ou son billet à ordre, et pullule
vraiment de manière massive et toute classe sociale confondue, des billets qui servent de monnaie bis. Et ce qui explique la citation que vous avez à l'écran, extraite d'un homme d'affaires, une nouvelle très financière de Balzac, 4000 francs d'argent vivant, vrai argent, il y a des moments où l'on souscrit 8000 francs de billets pour les avoir. Ce qui montre bien que cette monnaie bis officieuse est une monnaie qui n'est gagée sur rien d'autre que la réputation de l'individu. Donc une monnaie extrêmement labile, et c'est important parce que ça veut dire que alors même que l'étalon or est bien en place, on expérimente à cette époque des monnaies virtuelles et des monnaies qui ne sont assises sur aucun étalon. Et cette expérimentation de la monnaie virtuelle, elle fonde bien entendu l'intérêt des récits de crédit balsaciens et elle explique la richesse que peuvent avoir les récits balsaciens pour comprendre notre rapport contemporain à l'argent, nous qui sommes immergés dans l'argent virtuel. Donc, pénurie monétaire qui, dans la sphère individuelle, interindividuelle, pose énormément de problèmes. Pénurie monétaire qui pose également qui soulève des difficultés dans la sphère du commerce. Je vous ai mis la couverture de César Birotteau, qui est un des grands romans du commerce balsacien. César est un parfumeur enrichi, qui à un moment donné va avoir des difficultés de trésorerie et il ne va pas arriver à se refinancer. Et César nous dit, dénonçant l'irresponsabilité de la Banque de France, qui manque à sa destination quand elle s'applaudit en présentant les comptes de ses bénéfices de n'avoir perdu que 100 ou 200 000 francs avec le commerce parisien. Elle en est la tutrice. Ça, Balzac l'écrit en 1937 et en 1940, Adolphe Thiers, donc 3 ans après, explique qu'une banque doit être étroite quand tout le monde donne de l'argent, mais quand les crises arrivent, elle doit avoir le courage de donner au commerce. Donc, Thiers reprend les propos de César Birotteau. Je ne sais pas s'il avait lu le roman balsacien en amont. En tout cas, il faut insister que l'endettement est une réalité sociale absolument dirimante et généralisée qui caractérise et touche et handicape toutes les couches sociales. D'autant que ces échanges financiers à crédit se développent dans une société et dans un univers financier qui est très très peu régulé. Encore une fois, la régulation financière, elle viendra avec le Second Empire et la Troisième République. Tant et si bien qu'on trouve dans la presse, je vous donne juste un exemple, un homme qui a besoin d'une mesure de blé valant 5 francs, il n'a pas l'argent pour la payer, l'usurier la lui vend 6 francs pour un mois ou 240% par an. Le terme arrivé, le débiteur ne peut payer en argent, mais il possède une armoire de 9 francs que l'usurier accepte en paiement et qui lui procure un nouveau bénéfice de 60% pour un mois ou 720 francs par an, lesquels réunis aux 240 exigés précédemment donnent un total de 960% par an. Exemple extrême rapporté par la presse, un journal de l'époque, parmi de multiples exemples. En tout cas, dans la Chronique de Paris, en 1936, on peut encore s'insurger contre je cite, un mal social bien plus dangereux que l'apathie dont nous nous plaignons, mal social qui mine surtout le petit commerce, c'est l'usure. Vous avez une figure d'usurier absolument caricaturale à l'écran. Et Balzac dans tout ça. Alors on sait, parce que là aussi ça fait partie de la légende balsacienne, que Balzac a vécu toute sa vie, a croulé toute sa vie sous la dette. Des auteurs critiques, René Bouvier et Édouard Ménial, ont publié au début du XXe siècle un ouvrage qui s'appelait Les Contes dramatiques, COMPTE-S de Balzac. Alors, on pourrait consacrer 1 heure à raconter les déboires financiers de Balzac, mais on ne va pas le faire, simplement en vous rappelant que sa dette aura été énorme. Il commence dans la vie
il a une vingtaine d'années en s'installant comme imprimeur. Ça ne va pas vraiment marcher et il aura assez rapidement 60 à 50 000 francs de dette. Il n'a pas 30 ans. Alors pour vous donner une idée, même si c'est un peu difficile, pour que vous vous représentiez le poids des sommes que j'évoque, il faut multiplier entre 3 et 5 le franc de la monarchie de Juillet pour avoir nos euros. C'est approximatif, mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur. Donc, passif de 60 000 francs quand il entre dans la vie et qu'il va, comme Taine l'explique à l'écran, supporter en renouvelant la dette, les emprunts de demain payant les dettes d'hier. Alors, si la dette s'entretient, il faut dire que Balzac, il met beaucoup du sien, il mène une vie luxueuse. Balzac était un homme de goût. Vous avez l'exemple de la fameuse canne de Balzac. Il s'engage dans des projets entrepreneuriaux assez hasardeux, mais pourtant assez géniaux. C'est-à-dire qu'il a l'idée au Jardy de créer des serres pour planter et faire venir des ananas. Ça va être un four monstrueux. Autre idée très, très intelligente, qui sera reprise d'ailleurs après coup, consiste à exploiter l'argent, les mines d'argent en Sardaigne, avec cette idée de très bon sens que les Romains n'avaient que des moyens encore rudimentaires pour exploiter les filons, et qu'il suffit de reprendre avec nos machines modernes les filons pour creuser plus avant. D'autres le feront et gagneront après beaucoup d'argent. Lui, il laissera pas mal de... Enfin, ne concrétisera rien. Toujours est-il qu'à la fin de sa vie, Balzac laisse à Madame Hanska, son épouse, un passif de 260 000 francs, à peu près 1 million d'euros, la veuve pouvant déclarer, avec une grandiloquence qui sied bien au personnage balzacien, que la dette est le pire des fléaux, et je suis étonné de ne pas la trouver au premier rang parmi ceux de l'Apocalypse, bien avant la guerre, la famine et la peste. C'est à peine exagéré par rapport aux représentations du XIXe siècle. Ce rapport à la dette, il est intéressant pour l'analyse littéraire, et on peut l'interpréter de deux manières. D'une part, se dire que Balzac, finalement, écrit pour payer ses dettes. Et c'est vrai qu'il est toujours dans une situation où il court après l'argent, et donc il va vendre des articles, promettre des ouvrages pour payer ses dettes. Et il y a une fameuse anecdote qui est rappelée par Théophile Gautier, où Gautier raconte qu'il est invité par Balzac. Balzac leur dit qu'il a un drame à leur soumettre, à leur faire lire. Et vous désirez avoir notre avis, répondîmes-nous en établissant dans un fauteuil comme un homme qui se prépare à subir une longue lecture, répond à Gautier. À notre attitude, Balzac devina notre pensée et il nous dit de l'air le plus simple, le drame n'est pas fait. Diable, fis-je, eh bien, il faut remettre la lecture à 6 semaines. Non, nous allons bâcler le dramorama pour toucher la monnaie. À telle époque, j'ai une échéance bien chargée. Et des exemples comme ceci, on en a légion. Zola, à la fin, lors des obsèques, quelques mois après les obsèques de Balzac, expliquant que Balzac n'a pas gagné d'argent, mais il a quasiment payé ses dettes, ce qui n'était pas si mal. Donc ça, c'est la première explication. Il écrit pour payer ses dettes. La deuxième explication consiste, à laquelle moi je suis plus attaché finalement, consiste à dire qu'au fond, la dette aura été un moteur d'écriture pour Balzac tout au long de sa vie. Balzac aura passé sa vie à promettre de l'argent, des remboursements, et à promettre de la même manière à ses nombreux éditeurs ou à ses patrons de presse des articles. Donc Balzac est toujours en dette. Et le fait d'avoir cet aiguillon-là aura sans doute, je pense, été pour Balzac une sorte d'animateur, de principe incitatif pour son écriture. Une fois qu'on a posé ce
panorama qui explique de comprendre comment le 19e siècle vit dans cette espèce d'obsession du crédit et de comprendre comment Balzac était lui-même très animé par cette question du crédit, parce qu'évidemment, on ne l'a pas dit, mais ça va de soi, dont il maîtrisait les arcanes techniques. Dire un mot peut-être de cette fascination que les contemporains de Balzac et l'auteur lui-même entretiennent à l'égard du crédit, de l'argent et du crédit. On peut dire qu'à cette époque-là, il se développe presque une religion du crédit de manière tout à fait spectaculaire. Alors, c'est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, dans les écrits économiques les plus sérieux, le crédit va prendre une place extrêmement importante dans la construction des théories économiques. On va accorder un rôle de levier au crédit avec cet enjeu de circulation monétaire. Donc ça, c'est le côté technique, positif, objectif. Et parallèlement, va se développer une sorte de fascination pour le crédit qui va devenir une sorte d'outil magique. Ainsi, en 1816, lorsque le régime de la Restauration crée avec la Caisse des dépôts et des consignations et la Caisse d'amortissement, donc quand il crée un organisme financier qui est chargé de restaurer et de conserver le crédit de l'État, eh bien, elle donne comme devise à cet organisme, à ce double organisme, la devise « foi publique ». Et cette expression, elle retrace bien l'espèce de sacralité qui mélange solvabilité et confiance politique. Et une historienne, Alia Aglan, explique que la gestion paternelle des fonds gérés par ces deux caisses, fonds déclarés inviolables et sacrés, place d'emblée les deux institutions dans le champ du religieux, puisque le même terme de foi publique augure une religion de la chose publique considérée comme un bien commun. Et alors, cette qualification religieuse du crédit, on la retrouve au XVIIIe et au XIXe chez de nombreux auteurs. Chez Michelet, le crédit fonctionne comme une nouvelle religion. Je cite « La richesse, fille du crédit, de l'opinion, est une création de la foi », avec une ambiguïté sur le terme de foi. Un économiste utopiste français, en 1849, anonyme, chante les louanges, je cite, du crédit, cette force surnaturelle qui s'accroît et se fortifie à mesure qu'il se donne, se communique et se propage. En Europe, partout en Europe, du XVIIIe au XIXe siècle, se déploient des allégories du crédit dont on peut trouver quelques extraits chez Joseph Addison qui brosse le portrait du crédit public sur son trône. Sous son toucher, tout se convertissait en or. Et on trouve également, alors la reproduction est très mauvaise, pixelisée, pardon, ces reproductions, ces représentations de Lady Credit, la déesse inconstante du crédit. Et là, vous avez ces représentations qui sont développées chez Defoe dans le très sérieux essai sur le crédit public, où la Banque d'Angleterre est donc allégorisée en cette Lady Credit, cette reine remarquable par sa beauté. Et si on revient en France, en 1939, Lamartine, alors non pas le poète, mais le patron de l'Assemblée nationale, explique à ses camarades sur les bancs de l'Assemblée « Vous devez tout cela au crédit, à ce crédit qui est né parmi vous le même jour que la liberté, le même jour que le gouvernement représentatif, à ce crédit qui est le sentiment de l'inviolabilité du droit individuel dans la fortune comme dans la personne du citoyen, à ce crédit qui est la confiance de tous dans tous et qu'on pourrait appeler avec vérité le patriotisme de l'argent, etc. » On voit que là, il y a des représentations qui sont très puissantes autour des pouvoirs de l'argent et singulièrement du crédit. Et d'une certaine manière, ce pouvoir-là s'étend, cette fascination s'étend jusqu'à une forme de magie de la création ex nihilo. Dans Mercader, qui est une des pièces de Balzac, on vous dit que le but de Mercader est de tirer quelque chose de rien.
Le rien, c'est la dette. Avec des dettes, Mercader prétend faire de l'argent, c'est-à-dire du pouvoir, ou plutôt, l'argent n'est même plus nécessaire, un monde né, etc. etc. C'est Barthes qui parle de Mercader. Ce qui est intéressant, c'est que avec cette résurgence de l'antique création ex nihilo chrétienne, on soupçonne le crédit d'avoir cette capacité de créer de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette possibilité-là, de la création monétaire par le crédit, elle fait débat encore aujourd'hui et tout au long du XXe chez les économistes eux-mêmes qui se partagent sur la question de savoir si le crédit est une création monétaire ou pas. Alors, je n'entrerai pas dans ce débat que nombre d'entre vous maîtrisent bien mieux que moi, mais en tout cas, il y a bien ce rapport fasciné, fantasmé à la capacité du crédit à créer de la richesse. Et vous avez évidemment cela de manière très explicite chez Benjamin Franklin dans son célèbre texte « Conseil à un jeune négociant ». Rappelle-toi que le temps c'est de l'argent, etc. Celui qui pourrait un jour en gagner 10 shillings et qui pendant la moitié du jour se promène ou paraisse dans sa chambre quand il n'aurait dépensé que 6 pence pour son plaisir, doit compter qu'en outre il a dépensé ou plutôt jeté 5 shillings à l'eau. Celui, je vais à la fin, qui tue une pièce de 5 shillings assassine tout ce qu'elle aurait pu produire, des colonnes entières de livres sterling. Donc il y a ce pouvoir germinatif de l'argent qui est très ancré dans les mentalités et dont les personnages balzaciens sont absolument convaincus. Birotteau, évoqué tout à l'heure, qui parle, je cite, de panacée universelle à propos du crédit. Nucingen qui semble fabriquer de l'argent. Gobseck, le célèbre usurier de la comédie humaine qui lui-même est dans ce rapport complètement fantasmatique à l'argent. Et il y a un récit auquel on ne pense pas toujours quand il s'agit de parler de l'argent chez Balzac, mais qui est La peau de chagrin. Vous vous souvenez peut-être, La peau de chagrin, ce récit où un jeune homme à la dérive, ruiné, très endetté, accepte un talisman magique que lui donne un antiquaire, qui est une peau de chagrin, et qui satisfait ses vœux et se rétrécit à chacun des vœux, jusqu'à ce que la peau étant réduite à néant, elle emporte dans la mort, puisqu'elle était indexée, la vie du personnage est indexée sur cette peau. Bien, la peau de chagrin, récit fantastique s'il en est un récit d'argent. Parce que la peau de chagrin, et Balzac le dit très explicitement, prend le relais des dettes de Raphaël de Valentin. Et finalement, il va, comme il l'avait fait avec les dettes, continuer à mourir avec cette peau de chagrin qui est, et c'est très explicite encore une fois dans l'œuvre de Balzac, une sorte de lettre de change fantastique dont on ne sait pas jusqu'à quel point elle est le fruit d'un fantasme du personnage. Donc, le décor est planté, un peu longuement. Juste pour poursuivre et pour clore cette conférence, quelques aspects de l'illustration, quelques illustrations balzaciennes de l'omnipotence du crédit. Balzac, vous savez, est un auteur du positif et qui organise son monde. Et dans Les Petits Bourgeois, qui est une œuvre tardive, l'auteur nous explique quel est le système du crédit parisien. En haut, la maison de Nucingen, dont on a parlé, les Keller, les Dutillé, les Mongenod, ça ce sont les représentants de la haute banque, les Palma, les Gigonnet, les Gobseck, donc là on est entre la banque et l'usure, encore plus bas les Samanon, les Chaboiseau, les Barbet, puis enfin le Mont-de-Piété, cette reine de l'usure qui tend ses lacets au coin des rues pour étrangler toutes les misères, pour n'en pas manquer une, un Cérizet. Ici fonctionnent les derniers rouages de la finance parisienne. Vous avez une représentation du Mont-de-Piété. Et on voit là aussi, à travers cette espèce de système du crédit que décrit Balzac, que même si le système financier reste rudimentaire, il est extrêmement ordonné. Et finalement, on peut décrire, et on pourrait se référer à la trajectoire
budgétaire de bien des personnages. Selon le niveau de la pyramide du crédit auquel on se situe, eh bien on peut savoir où en est le personnage de sa déshérence financière. Et le baron Hulot commence auprès des banques pour finir dans les derniers rouages. Si nous avions le temps, on pourrait décrire la manière dont les réalités de la dette sont dans la comédie humaine, décrites de manière très organisée, avec d'un côté la dette pauvre, donc on a un exemple encore une fois à l'écran, une dette bourgeoise, qui finalement est représentative de la mentalité nouvelle, c'est-à-dire opposée à la mentalité aristocratique qui se développe chez les bourgeois. Nous naviguons dans une époque essentiellement bourgeoise où l'honneur, la vertu, la délicatesse, le talent, le savoir, le génie, en un mot, consiste à payer ses billets, à ne rien devoir à personne. Évidemment, on voit que là, on met à bas l'idéal aristocratique de virtus, de courage, de noblesse. Aujourd'hui, ne compte que la capacité des individus à payer leurs dettes. Alors là aussi, je vais devoir accélérer, mais on serait étonné de voir le nombre de publications absolument faramineux qui fleurissent sur l'art de payer ses dettes, les physiologies du créancier à l'époque, et qui sont des ouvrages à moitié goguenards, à moitié sérieux, mais qui traduisent tous une réalité absolument débordante de la dette. Et si nous avions le temps, nous distinguerions ce qui relève de la dette aristocratique, qui est une dette immémoriale. Un noble doit avoir des dettes. Et puis la dette des viveurs, des jeunes gens qui s'endettent pour, je cite Balzac, donner la colique aux vertueux bourgeois en allant attaquer l'éthos bourgeois dans ce qu'il a de plus central, à savoir le tu-dois. Eh bien, eux, ils se soustraient au tu-dois. Quelques éléments pour finir sur l'imaginaire créancier, donc je passe vite sur certaines diapos. L'imaginaire financier et l'imaginaire du crédit dans la comédie humaine est extrêmement riche. D'abord, moi quand j'ai fait mes premières études balzaciennes, j'ai eu cette surprise, chose que on n'avait pas vu jusque-là, que certes Balzac est le romancier de l'argent, mais il est le romancier de l'argent parce que la quasi-totalité des romans, le romancier du crédit, pardon, parce que la totalité des romans s'ouvrent avec un endettement et ne peuvent se clore que quand l'endettement est remboursé, que quand les dettes sont remboursées, après évidemment tout un système de refinancement, de complexification, de dettes qui se baladent, etc. Donc il y a vraiment un enserrement de la structure narrative, de la structure du récit par la dette. Finalement, le roman lui-même est aussi contraint par la dette que Balzac l'était à la ville, que les contemporains de Balzac le sont. Et on voit là, encore une fois, l'extrême ambivalence de cet argent qui est à la fois destructeur, contraignant, et à la fois ce qui fait tenir le roman, ce qui le fait avancer. Juste pour poser quelques éléments, on va avoir deux grands types de récits balzaciens autour du crédit. Deux types opposés. D'un côté, la geste conquérante, l'épopée du crédit, et de l'autre, le drame de l'endettement. D'un côté, donc, le côté rayonnant, conquérant. Nucingen, dès 1815, avait compris ce que nous ne comprenons qu'aujourd'hui, que l'argent n'est une puissance que quand il est en quantité disproportionnée. Il jalousait secrètement les frères Rothschild, il possédait 5 millions, il en voulait 10, avec 10 millions, il savait pouvoir en gagner 30 et n'en aurait eu que 15 avec 5. Cette puissance du levier
crédit va permettre à Nucingen de forger la fortune qu'on lui connaît, avec un talent assez exceptionnel également, que les économistes aujourd'hui appellent un talent, une capacité à jouer avec les anticipations rationnelles. Nucingen, sous la plume balzacienne, va faire fortune en faisant 3 faillites, qui sont en fait des quasi-faillites, et son talent va résider dans sa capacité à faire croire à la bourse, à ses actionnaires, qu'il va faire faillite, moyennant quoi les gens vont vendre leur Nucingen, qu'il va racheter en désintéressant ses créanciers avec des actions de moindre valeur. Et comme la faillite annoncée ne survient pas, le titre remonte mécaniquement et Nucingen se retrouve enrichi. Et il va faire le coup, si vous me passez l'expression, 3 fois de suite pour devenir le Napoléon de la finance. Donc, une compréhension extrêmement fine des mécanismes de la finance. Alors peu importe que les chiffres ne soient pas très exacts au fond, en revanche, il est très important que Balzac ait saisi cette mécanique de l'argent. Je ne vais pas résister à la tentation, puisque je m'adresse devant des fonctionnaires du ministère des Finances, de vous donner ce petit extrait qui est issu d'un roman qui s'appelle « Les employés ». C'est une femme qui parle, c'est Madame Rabourdin, qui est la femme d'un employé du ministère, je crois, des Finances, et qui explique à son mari, qui rêve de proposer à son ministre un plan de redressement de la France, et Madame Rabourdin lui explique « Tu veux réduire le budget, c'est l'idée vulgaire et bourgeoise ». Sachant qu'elle-même est une petite bourgeoise. Mais il faudrait arriver à un budget de 2 milliards. La France serait 2 fois plus grande. Un système neuf, ce serait de tout faire mouvoir par l'emprunt, comme le crie M. Nucingen. Le trésor le plus pauvre est celui qui se trouve plein d'écus sans emploi. La mission d'un ministère des Finances est de jeter l'argent par les fenêtres. Il lui rentrera par ses caves et tu veux lui faire entasser des trésors. Mais il faut multiplier les emplois au lieu de les réduire. Au lieu de rembourser les rentes, il faudrait multiplier les rentiers. Si toute la rente est en France, ni la France ni le crédit ne périront. Voilà ce qui a sauvé l'Angleterre, etc., etc. Alors je ne sais pas quelle leçon vous pourrez tirer aujourd'hui de ce multiplicateur keynésien, peut-être par avance. La théorie économique balzacienne, alors donc il est plutôt réactionnaire. Je pense qu'aujourd'hui on dirait qu'il est plutôt ordolibéral. Dans ses positionnements économiques, mais ça aussi, ça serait un autre débat. Si on voulait être complet sur cet imaginaire conquérant du crédit, il faudrait dire un mot de la dette entrepreneuriale, c'est-à-dire l'entrepreneur qui s'endette pour arriver à ses fins, qui en vérité est assez peu présent chez Balzac, mais qu'on va retrouver, et là il y aura une postérité très puissante chez Zola, chez les auteurs américains, Dos Passos par exemple, et on voit à partir de Balzac finalement une filiation formidable du récit économique autour de cette épopée du crédit jusqu'à des œuvres très récentes. Et à l'opposé de cet imaginaire conquérant du crédit, symétriquement inversé, vous avez les drames de l'endettement, avec cette rumination, cette obscure obsession de la bourgeoisie du tu-dois et de se soumettre à la nécessité du remboursement. Ça, on va le trouver dans quantité d'œuvres, notamment dans César Birotteau, qui incarne vraiment cette intériorisation bourgeoise de l'obligation du remboursement, et avec un personnage qui, étant un commerçant installé, respecté, va faire quelques mauvais placements et se retrouve au bord de la ruine. Et on lit à travers le personnage de César le désarroi, la détresse d'un Birotteau qui est il me manque une diapo, pardon, qui est donc condamné à cette humiliation, cette déchéance de ne pas pouvoir rembourser ses dettes.
Alors le récit se finit de manière très sulpicienne et assez irréaliste finalement dans un remboursement intégral de la dette, dont Balzac souligne lui-même avec un peu d'ironie qu'on n'a jamais vu ça sur la place parisienne. Mais non sans avoir décrit un Birotteau à la porte des Keller, donc des banquiers, je cite, « Le temps s'écoulait, Birotteau regardait avec anxiété la pendule, personne ne faisait la moindre attention à cette douleur cachée qui gémissait sur un fauteuil doré au coin de la cheminée, à la porte de ce cabinet où résidait la panacée universelle, le crédit. César pensait douloureusement qu'il avait été un moment chez lui roi, comme cet homme était roi tous les matins, et il mesurait la profondeur de l'abîme où il était tombé, amère pensée. » On va se dire qu'il n'y a pas d'ironie dans ces propos-là, même si c'est peut-être plus compliqué que ça, mais en tout cas on voit que Balzac à cet endroit met la détresse financière au rang des grandes détresses psychologiques qui, dans les siècles passés, étaient constituées par la trahison, l'honneur, la guerre, etc. Donc on voit jusqu'à quel point la pensée de l'argent imprègne les personnages. Et si nous avions le temps, on pourrait regarder la manière dont sont minés par leurs dettes tous les personnages, tous les jeunes gens balsaciens. On faisait référence tout à l'heure à Lucien de Rubempré, et Lucien est effectivement passé la glorieuse période première de ses premiers succès dans la presse, se retrouve face à la misère la plus cuisante. Il n'y avait chez Lucien et Coralie, je cite, Illusion perdue, aucun objet d'or, ni aucune valeur intrinsèque, mais tout était d'ailleurs représenté par des reconnaissances du monde piété, formant un petit volume in octavo très instructif. Là, le narrateur est évidemment ironique. Et puis, on va suivre Lucien dans sa pente descendante. Les romans balsaciens sont construits en partie double, comme n'importe quelle comptabilité. La phase ascendante de l'endettement, de l'euphorie, et puis la phase descendante où il faut rembourser. Et bien là, on est dans la phase descendante. Et Balzac nous conte, nous fait ce conte, je cite, plein de fictions terribles pour lesquelles les débiteurs qui réfléchiront sur cette page instructive éprouveront désormais un effroi salutaire. Dans un autre ouvrage, un autre roman, Balzac nous dira que la lettre de change, c'est le pont des soupirs, on n'en revient pas. Fin dramatique, mais qui renvoie effectivement à l'inquiétude profonde des individus qui sont en proie au crédit. Et ce n'est pas simplement une histoire de créanciers méchants, d'usuriers cruels, de banques anonymes et froides. Il y a tout ça, bien entendu. Et je crois que Balzac nous permet de toucher, et là, cela nous renvoie à des préoccupations contemporaines, la détresse de l'individu dont la temporalité dans le temps, la durée, est livrée au crédit. Raphaël de Valentin nous dit à un endroit « Je devais, dans la peau de chagrin, je devais, devoir, est-ce s'appartenir ?» Et effectivement, l'homme qui est en dette ne s'appartient pas. La prison pour dette existe encore, mais quand bien même il n'y aurait pas l'emprisonnement, on est prisonnier de ce temps qui est contraint, où on est sommé de rembourser. Et la durée même de l'individu est, pour reprendre un terme financier, hypothéquée. Je ne veux pas trop déborder, donc je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir donné un aperçu de cette imprégnation du roman balsacien par les réalités de l'argent, qui est à la fois un décor, qui est à la fois une réalité, mais qui est surtout une nouvelle puissance qui est un outil pour les individus, mais également quelque chose qui fait désormais profondément partie des mentalités des personnages. Et c'est en cela, même si le système financier est appelé à beaucoup évoluer, que le témoignage balsacien nous permet de comprendre la manière dont, aujourd'hui encore, avec les drames du surendettement, les hommes et les femmes vivent à crédit et réussissent à vivre tout court. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre Perrault. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a pris effectivement du retard du fait des problèmes techniques. Néanmoins, une petite question. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la figure ? Vous êtes
vous avez beaucoup parlé de la figure de l'endetté. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la figure du rentier ou de l'usurier, même parce que c'est un peu la contre-figure chez Balzac? Le rentier apparaît chez Balzac parce que la rente se développe puissamment et l'État est plutôt bon payeur. Donc on voit les personnages chez Balzac qui ont eu la prudence de placer des rentes, d'acheter des rentes qui vont, représentant de la petite bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie, qui vont s'enrichir. Donc le rentier est un type balzacien que Daumier d'ailleurs va illustrer. C'est bedonnant en général. Bon. Mais c'est un personnage assez falot. En revanche, l'usurier est un des héros balzaciens. Alors, c'est une bonne question parce que on a tous une image d'Épinal d'un usurier, alors comme celui qu'on voyait représenté à l'écran avec des types sémites. L'antisémitisme n'est pas encore trop fort à cette époque-là, on n'est pas chez Zola. Mais quand même, on voit bien à quoi on a affaire. Hein. Donc, il y a ces usuriers-là dans la comédie humaine. Il y a Rigoux, l'usurier des campagnes, qui est capable de choses comme celles qu'on a à l'écran. On a Gobseck, la grande figure héroïque. Mais Gobseck est un drôle de personnage, parce que Gobseck, c'est pas simplement un usurier avare. C'est quelqu'un qui va faire des paris. De même, Grandet, qu'on donne comme un usurier, Grandet c'est un peu plus compliqué parce qu'il fait des placements sur la rente, il achète, donc c'est pas un usurier grippe-sous, c'est quelqu'un qui qui a compris qu'il fallait jouer avec l'argent et que l'argent on ne pouvait pas le laisser dormir. Et puis à la fin de la comédie humaine apparaît, alors citation, hein, l'usurier fashionable de la comédie humaine. Voilà, on n'a plus du tout cette représentation-là que vous avez à l'écran, mais l'usurier devient un homme comme un autre, un homme d'affaires comme un autre, cruel comme les autres. Donc on voit effectivement beaucoup évoluer cette figure de l'usurier et qui va se poursuivre dans la littérature, qui va être reprise dans la littérature. Mais un rapport complexe, et ce serait une erreur que de mettre l'usurier du côté de la rétention de l'argent. Il joue, l'usurier. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, alors peut-être parce que c'est entre midi et 2 qu'on place ces conférences et qu'on a pris un petit peu de retard. Chacun a très hâte de retourner au travail. Du coup, je vous remercie beaucoup parce que ça donne qu'une envie, en fait, c'est de relire Balzac, les employés, Eugénie Grandet et évidemment Les Illusions perdues. Qui sont des romans magnifiques. Merci infiniment pour cette ouverture. Et puis, effectivement, on donne rendez-vous le 12 décembre pour un prochain Midi Histoire. Au fond, encore en lien, puisqu'on va parler de l'or et voilà, de la mythologie et des croyances et des rituels autour de l'or. Donc, ça fait une belle continuité. Merci encore et très bon après-midi à vous tous et toutes. Merci à vous.